Les voilà! Les voix pour, les voix contre, les voix peut-être, les voix au chapitre, les voix cassées, les voix qui s'élèvent. Les voix de l'Arlésienne, une émission de débat et de réflexion à écouter ou réécouter en podcast sur l'arlésienne.info. Aïoli à toutes et toutes, vous êtes à l'écoute d'une émission spéciale des Voix de l'Arlésienne, donc sur les bonnes ondes de la nouvellement et bien née Radio Aïoli qu'on en profite pour saluer. Et on vous cause depuis Arles, donc en public, à la CIA, la coopérative inter-association, qui se trouve 5 rue du Pont. Et nous sommes le mardi 8 février. Alors, au menu aujourd'hui, en plus de l'Aïoli qui a été préparé par Yo et Gigi, donc pour le public ici présent, eh bien, on va parler liberté de la presse. Alors, chers amis... Très bien, donc c'est parti pour cette émission Liberté de la presse, comme je vous disais. L'équipe du trimestriel L'Arlésienne est ravie d'accueillir un mensuel pas pareil en région PACA. Les Voix de l'Arlésienne à écouter ou réécouter en podcast sur l'arlésienne.info. Le ravi bâillonné, le ravi jugé, mais le ravi relaxé. Entre ici Michel Guéraud, rédacteur en chef du Ravi sur ce plateau radio, accompagné du journaliste Eric Bessati. Le Ravi, un journal d'enquête et de satire qui est souvent l'objet de poursuites pour diffamation. Eh bien, il vient d'être relaxé dans l'affaire qui l'opposait à la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles. Au cours de cette heure de radio, nous allons revenir sur cette affaire, mais aussi sur le recours à des procès-bâillons qui menacent une presse indépendante à l'économie fragile. Cette soirée ne pouvait pas être sans les bénévoles du Ravi, de l'Arlésienne et de la CIA, donc soyez-en tous et toutes remerciés. Soirée spéciale à plusieurs égards pour le Ravi d'abord, qui se sent saisi une nouvelle fois pour fêter sa majorité, ses 18 ans, loin de son port d'attache marseillais. Pour l'Arlésienne aussi, qui se félicite que son homme orchestre, comme vous pouvez voir, qui fait la technique et qui va répondre aux questions ce soir, donc Eric ici présent, donc qui était aussi l'auteur de l'article visé, bien lui-même est relaxé, tout comme le journal. Et enfin, soirée spéciale pour Radio Aïoli, cette radio avignonnaise qui enregistre sa première émission ici à Arles. Pour la première fois, Arles. Alors, cher public, dans cette émission des Voix de l'Arlésienne sur Radio Aïoli, vous allez pouvoir intervenir. À condition que vous preniez ce micro et que vous causez bien dedans pour qu'on vous entende bien dans le poste. Alors, avant de revenir en détail sur donc cette affaire qui nous occupe aujourd'hui et de vous donner la parole sur le sujet de la liberté et de l'économie de la presse, j'accueille sans plus attendre Michel Guéraud, donc le rédacteur en chef du Ravi. Bonsoir Michel. Bonsoir. Et à côté de lui, donc, Eric Bessati, qui, quand il ne papillonne pas pour le Ravi, il est journaliste à l'Arlésienne. Bonsoir Pierre, j'en profite pour signaler sans malice qu'en ta qualité de journaliste indépendant, tu espionnes aussi au Ravi et que tu es notre nouvelle recrue depuis l'automne pour faire vivre les colonnes de l'Arlésienne. Je confirme. Alors donc ce matin, ce 8 février, le tribunal judiciaire de Tarascon a donc relaxé le journal Le Ravi, le dessinateur qui a fait le dessin qui illustre l'article, donc Bips, et donc notre Eric Bessati, ainsi qu'une source qui était citée dans l'article. Vous étiez poursuivi pour diffamation et complicité de diffamation. Eric, est-ce que tu peux nous rappeler les faits avant que nous discutions donc de cette décision avec Michel et avec le public? Bien entendu, et j'ai préparé un petit texte pour fluidifier cette affaire qui est très compliquée et qui a demandé beaucoup d'enquêtes, mais que j'ai essayé de vous résumer un petit peu. Les Voix de l'Arlésienne à écouter ou réécouter en podcast sur l'arlésienne.info. Alors pour faire simple d'une histoire compliquée, on va vous raconter le début
et la faim. Au début, avant 2016, il y a des formations qui appartiennent à la CCI d'Arles. Des formations de pointe, comme l'IRA, l'Institut de régulation d'automation qui forme les travailleurs de l'industrie de Fos-sur-Mer depuis 40 ans. Une formation d'excellence comme le MOPA, l'école d'image 3D qui envoie ses anciens étudiants chez Walt Disney ou Pixar. Une formation qui a fait la fierté d'un territoire et sert de vitrine à la CCI. Et pour regrouper les formations et créer une entité autonome, les têtes pensantes de la CCI créent le CIPEN, pour Cluster d'innovation pédagogique numérique, une association. Au printemps 2020, 4 ans après sa création, c'est un échec cuisant. Le CIPEN a été repris par des entreprises privées à la barre du tribunal de Tarascon. Entre-temps, les salariés ont multiplié les alertes sur la mauvaise gestion. Dans l'Arlésienne, le Ravi, Mars Actu, les enquêtes et révélations se sont succédées pour dénoncer les irrégularités de gestion, le mal-être au travail, la pression sur les salariés et les combats de coq à la tête de la CCI et du CIPEN. L'article qui a été attaqué par la CCI est publié en septembre 2019 dans les colonnes du Ravi. Le printemps précédent a été agité. Le CIPEN a été placé en cessation de paiement. Une situation provoquée sciemment par la CCI qui comptait récupérer dans une étrange manœuvre la gestion du CIPEN et les formations qui vont avec. La justice place l'association en redressement judiciaire et lance un appel pour trouver des repreneurs. À l'époque, on se dit que les parents de l'association, la CCI, a définitivement perdu la garde des enfants et les salariés sont soulagés d'échapper à la gestion de la CCI. Mais à la stupeur générale, la CCI annonce dans la Provence qu'elle souhaite déposer une offre. À ce moment-là, la nouvelle manœuvre est contestée. Sur le plan légal, aucune dérogation au code du commerce n'avait été permise. Tout le monde se demande comment est-ce légal. En France, la personne responsable de la difficulté d'une structure ne peut pas être celle qui la reprend. C'était inscrit sur le code du commerce. Mais pourtant, Stéphane Paglia, le président de la CCI, maintient dans la Provence que la CCI n'était pas gérante. C'est cette thèse qui est remise en question donc en septembre dans l'article du Ravi. Pour faire comprendre l'enjeu au grand public, nous choisissons d'utiliser la métaphore des parents qui veulent récupérer la garde de leur enfant après les avoir maltraités. Pas du goût du président de la CCI, Stéphane Paglia, qui fait voter en Assemblée Générale de la CCI le droit d'attaquer le Ravi et les auteurs de l'article. En octobre, le procureur de la République de Tarascon, par dérogation du Code du commerce, autorise la CCI à porter une offre de reprise pour reprendre le CIPEN. Mais dans le même document, il reconnaît également que la CCI était gestionnaire, de fait, de l'association CIPEN, donnant raison aux arguments utilisés dans l'article du Ravi. Au final, le tribunal choisit fin 2020 des repreneurs privés, le groupe Éric Brassard pour l'école 3D, MOPA, et le groupe Sommeform pour les autres formations. Fin 2021, Stéphane Paglia, seul candidat à la présidence de la CCI, a été réélu. Moins de 5% des entreprises ont pris part au vote. La question de la légitimité des élus de la CCI est à questionner. Les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics financés par des taxes. Et il est d'intérêt public de s'intéresser à leur gestion. Par exemple, combien a coûté en argent public l'attaque contre l'article du Ravi ? Et pour le Ravi et moi, le procès c'était le 7 décembre dernier, et aujourd'hui c'était le délibéré, et on est acquitté. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes toujours à l'écoute donc de ces voix de l'Arlésienne sur Radio Aioli. Et Michel, pour commencer la discussion, je voulais te demander pourquoi tu as eu l'idée de confier un article à cet Huluberlu là, pour finir au tribunal ensuite derrière. Déjà, peut-être préciser que oui, j'ai eu l'idée, mais j'aime bien insister là-dessus. Le Ravi, c'est un collectif, et donc on a eu l'idée parce que tout ce qu'on publie dans ce canard fait l'objet d'une conférence de rédaction. Et donc, c'était bien un choix collectif et pas le mien spécifiquement, mais que j'assume totalement. Éric Bozati, en fait, c'est une vieille histoire. Hein, on le voit d'ailleurs avec ses cheveux gris. Ça remonte à très, très, très longtemps en arrière, mais c'est vrai qu'il s'est fait les dents pas mal chez nous, pas que chez nous, mais aussi chez nous. Donc, on a déjà compagnonné, donc on le connaît par cœur. Et puis, c'est notre façon de travailler, c'est-à-dire que le Ravi, c'est un journal indépendant qui a une ambition régionale, avec des petits moyens, mais c'est ça. Hein, donc, même si on est basé à Marseille, on s'intéresse à la Provence, surtout,
si on est honnête, on monte des fois dans les Hautes-Alpes et on va du côté des Alpes-Maritimes, mais c'est plutôt la Provence. Et donc cette histoire-là, elle nous paraissait intéressante et on faisait confiance à Eric pour la traiter, hein, tout bêtement. On reviendra plus loin sur les 18 ans du Ravi, ça fait une histoire longue quand même. Mais pourquoi c'est important pour le Ravi de venir parler des affaires du Pays d'Arles ? Nous, en fait, on a finalement, c'est un petit peu comme dans un quotidien national ou un journal national, entre guillemets. C'est-à-dire que quand, je sais pas moi, dans un canard, ça m'ennuie de sortir un titre, mais on va raconter des histoires qui se passent partout, et on estime quand on le fait que cette histoire-là, elle parle à tout le monde. C'est-à-dire que alors évidemment, ça s'écrit un peu différemment parce qu'à Arles, quand on parle d'Arles à Arles, on peut faire des raccourcis, on n'a pas besoin de tout préciser. Quand on écrit dans le Ravi sur une histoire arlésienne, il faut faire un peu plus gaffe à rappeler qui est qui fait quoi. Et voilà, l'écriture change un peu, mais ces CCI, ces enjeux, ces collectivités-là, il y en a dans toutes les villes de la région. Et leur dysfonctionnement, en fait, ce qui se passe à Arles intéresse aussi à Marseille et à Avignon et à Toulon, etc. Enfin, nous, on en est persuadés. Avec tout ça, on a oublié de te demander une réaction à ce délibéré quand même. Voilà, évidemment, on est très content. C'est une relaxe, il n'y a pas de souci, c'est complet. C'est les trois, parce qu'effectivement, il y a une mécanique, c'est-à-dire que l'auteur de l'article est assigné, il est responsable juridiquement de ce qu'il a écrit. Donc Éric Bosati était en tant que Éric Bosati vient appelé à la barre. Bon, ce jour-là, il était covidé, donc il n'était pas présent et il était malheureux de ne pas pouvoir défendre son article à la barre. Ensuite, il y a le dessinateur qui lui aussi était nommément mis en examen. Et puis le Ravi. Alors le Ravi incarné par une personne ici présent dans la salle, Nicolas Meunier, qui a eu le malheur, la folie d'accepter le rôle de directeur de la publication. C'est lui qui juridiquement porte la responsabilité morale et pénale de ce qu'on peut écrire. Donc on était trois, et là les trois sont relaxés. Et c'est lui qui commence à connaître tous les tribunaux de la région, parce que vous en avez eu plusieurs des affaires. On y reviendra un petit peu plus loin, mais peut-être d'abord, vous avez des réactions ici à la CIA, des questions, surtout l'exposé que vous a fait Eric. Je pense qu'il y aurait peut-être quelques questions. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à lever une petite main, je viens vous voir. C'est une histoire très compliquée, et sachez qu'il y a l'Arlésienne numéro 4 et numéro 5 encore en archive et encore en vente pour comprendre tous les tenants et aboutissants de cette affaire. Ça, c'est pour le côté lucratif, sinon les articles sont en accès libre sur notre site, mais on rappellera jamais assez qu'on a besoin de soutien, donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y a aussi le collecteur du Ravi dans lequel on le trouve, l'article d'Eric, il est là, regardez, vous pouvez aussi repartir avec, hein, c'est moins cher que l'Arlésienne. Bonsoir. Oui, du coup, les procès Bayon, finalement, arrivent un petit peu à leur but, dans le sens où on finit par ne parler que d'eux, mais qu'en est-il finalement de cette gestion catastrophique, là, on en est où Alors, pour avoir suivi l'affaire, il y a encore un article écrit il y a quelques mois sur comment la CCI fait des difficultés aux repreneurs, notamment le groupe Sommeform. C'est un article en libre service sur l'Arlésienne. Donc la CCI, mauvaise perdante. Donc le groupe Sommeform a repris l'IRA et le PFC. Donc le PFC, c'est par exemple pour apprendre à faire des tableurs, à apprendre à parler anglais, etc. Et donc la CCI a monté une offre concurrente à ceux qui ont repris en débauchant des salariés. Donc quand l'année dernière, j'ai vu les élections consulaires, donc parce qu'une CCI, en fait, c'est une chambre consulaire, un établissement public qui prend les taxes des entreprises. Hein. C'est pour ça qu'ils ont de l'argent, et c'est pour ça que ça devient un enjeu aussi. Et donc c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut regarder un peu ce qu'ils font, parce que c'est de l'argent public. Et donc les élections, c'était en fin d'année dernière. Une seule candidature, Stéphane Paglia. Donc moi j'ai fait le travail pour dire qu'il y avait des problèmes de gestion. Si ça n'intéresse personne, j'ai un peu levé le pied sur le sujet, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions ? Bon, ça va venir, vous allez avoir les langues qui vont se délier, pardon. Oui, donc Michel Guéraud, on a utilisé l'expression de procès Bayon, sans même la définir d'ailleurs. Qu'est-ce que vous appelez, vous, procès Bayon au Ravi ? Alors nous, on a vraiment caractérisé ce procès comme un procès Bayon parce que y a une mécanique en fait qui est assez implacable. C'est-à-dire que la CCI,
la personne dont on parle, sur laquelle on enquête, l'institution, refuse de répondre aux questions, quand même, il faut le dire. C'est-à-dire que Eric fait son boulot, donc il envoie des mails, il essaie de faire réagir les gens, pas de réponse. 2, en droit de la presse, quand un article paraît, si les personnes qui sont incriminées, nommées dans l'article, souhaitent rectifier quelque chose, ils ont le droit de demander un droit de réponse. Et les journaux sont dans l'obligation légale de publier ce droit de réponse. C'est même très encadré, il faut que ça soit dans le volume du texte, enfin tout ça est très encadré. Donc 2, ils ne le font pas. Ils ne demandent pas ce droit de réponse. Et 3, ils assignent directement, ils attaquent. Donc voilà, procédure Bayon, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté d'entraver le travail légitime du journaliste qui, rappelons-le, fait son métier, qui une fonction de contre-pouvoir, c'est-à-dire il pose des questions, il soulève des questions, et tout est fait, donc on ne répond pas, et puis on attaque. Donc c'est une procédure Bayon. Alors c'est vrai que ça vient... c'est quelque chose, on dit que ça vient des États-Unis parce qu'il y a une espèce de systématisation là-bas de ce genre de procédure. C'est souvent aussi, il y a une asymétrie en fait, et c'est tout à fait le cas aussi dans cette histoire-là, entre ceux qui attaquent et ceux qui sont attaqués. D'un côté, on a une institution qui n'a pas de problème financier et qui envoie, donc il peut envoyer les avocats. De l'autre, on a un journal indépendant, donc fragile financièrement, et qui doit, lui, par contre, mobiliser des ressources pour se défendre. Et là, peut-être on ne l'a pas encore dit, c'est le bémol de la fête d'aujourd'hui, c'est-à-dire que si on a obtenu une relaxe, donc validation par le tribunal du sérieux de l'enquête, de sa légitimité, et donc du travail qui a été fait et de ce qui est écrit, et effectivement, maintenant, ça y est, cet article, il est en ligne, on l'a basculé, nous aussi, sur notre site en mode gratuit pour que les gens le partagent un maximum. Donc ça, on l'a bien fait acter, mais par contre, les frais de justice, le tribunal aurait pu décider, il peut, alors je ne suis pas juriste, je ne me souviens plus quel est le nom de cet article-là, comme on l'avait demandé, évidemment, de considérer que cette procédure, justement, était abusive et de demander aux parties qui nous attaquaient, à savoir la CCI, de prendre en charge nos frais de justice, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc la facture est pour nous. Une facture de combien, Une facture qui s'élève à peu près à 5 000 €. Et sur le budget du Ravi, qu'est-ce que ça représente alors le budget du Ravi, c'est 150 000 € par an, mais pour faire vivre une équipe de 6 personnes, c'est peu, vous faites les calculs. Et donc, imaginez que systématiquement, vous pourrez réagir après, les comptables là-bas, imaginez si systématiquement tous les gens dont on parle actés en justice et multiplier ce type de procédure, on est par terre, même si la justice nous donne raison. Procédure Bayon. Mais là, tu es en train de leur donner des idées, en fait. D'ailleurs, il y a une procédure qui vous a coûté beaucoup d'argent. C'est une procédure avec l'Audelvar, donc qui est un organisme dans le département du Var. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, mais rapidement? Oui, rapidement. Juste pour dire comment ça a pesé sur votre vie de journal, cette procédure-là. J'ai pas écrit de résumé comme Eric. Non, mais effectivement, mais c'est une affaire, et je me souviens plus de nombre d'années. Ça fait 4 ans. C'est ça à peu près, ouais, 4 ans. Hein, 4 ans. Et finalement, il y a quand même, là ça se passe dans le Var, mais c'est à nouveau une institution, c'est un organisme de formation, enfin d'animation pour les colos, au centre aéré, etc. Donc on est dans le parapublic. Et là, c'est le même procédé. Ils ne répondent pas aux questions, ils ne demandent pas d'autres réponses, ils assignent, et ils le font sur 2 articles, à 2 reprises, sur 2 procédures différentes, et puis ils font durer en plus. Encore là, on a eu de la chance, c'est allé assez vite finalement. On l'a écrit en 19, on est en 22 début, c'est relativement rapide. Avec l'Audelvar, ils ont fait exprès, ils ont repoussé, leur avocat demandait le report sans arrêt de la procédure qu'ils avaient eux-mêmes enclenchée. On a été à Draguignan, alors on a gagné une affaire relaxée, et là, ils ont été condamnés à nous payer les frais de justice sur un article. Sur l'autre, par contre, on a été condamnés en première instance. Un juge, on a eu de la chance aussi à Tarascon, je pense que le procès a duré 4 heures. Elle est vraiment rentrée dans le fond, elle a vraiment examiné, entendu tout le monde. À Draguignan, ça a été expédié en 20 minutes. Elle n'en avait rien à faire. Et l'avocat qui défendait l'Audelvar était le bâtonnier, donc l'avocat en chef,
par ailleurs, il a été ensuite candidat sur une liste au municipal à Draguignan, soutenu par le RN, le Front National. Bon, donc c'était ce genre de personnalité qu'on avait en face de nous, un notable dans un petit tribunal, donc on s'est fait écraser la figure. On est allé en appel à Aix, on a été moins condamné, mais toujours un peu. On est monté en cassation au plus haut niveau, toujours avec des frais, hein, frais. Ça a été annulé, relaxé, mais renvoyé en appel, mais hélas, au même endroit, à Aix. Et là, on a été condamné, mais sur une broutille en fin d'article, sur une phrase jugée un peu excessive. Et on aurait le droit de remonter en cassation pour redescendre en appel. On arrête. On arrête parce qu'on n'a pas les moyens financiers. Je pense qu'on ferait cette navette, on pourrait être relaxé, mais il faudrait à nouveau sortir. Et on n'a pas tout à fait chiffré, parce qu'on n'est pas très fort en chiffres. Mais oui, ben c'est beaucoup d'argent. Et donc, c'est des procès. Et puis, vous avez autre chose à faire aussi, peut-être, des enquêtes à mener, plutôt que d'aller dans les tribunaux sans arrêt. Alors évidemment, toutes ces procédures sont aussi des moments, on le voit ce soir, de mobilisation. Quand on les gagne, quand on en sort plutôt renforcé. Et voilà, donc on est optimiste parce que l'Arlésienne a beaucoup de lecteurs et l'Oravie aussi. Grâce à vous, ce soir, les numéros sont là. Pardon, j'étais parti vers le bar, il y avait une fausse intervention. Finalement, elle n'aura pas lieu. Oui, donc tout ça pour dire, c'est très vénal de dire ça, mais les procès aussi, on essaye de se servir de leur force d'attaque, de la façon dont ils veulent bâillonner la presse pour nous essayer de communiquer à fond sur l'utilité de la presse indépendante et de dire c'est aussi des moments où on arrive à solliciter des dons, des abonnements, voilà, parce que c'est aussi ça permet à tout le monde de voir qu'il y a des conséquences qui peuvent aller jusqu'au tribunal, quoi. Et moi j'ai une question pour Michel. Comment expliquer que l'Oravie est souvent l'objet de procédures de ce genre-là, ce qui est moins le cas dans les autres titres de la presse régionale? Je pense que c'est quand même un indicateur peut-être d'un journalisme un petit peu vivant, le fait de se prendre des procès. Peut-être que nos grandes institutions de presse locale, la presse quotidienne régionale en particulier, si elle n'est peu souvent assignée, c'est peut-être un problème pour eux. D'ailleurs, bizarrement, là, dans l'affaire dont on parle, il y avait aussi une de nos sources qui était mise en examen. Et c'était des propos rapportés de cette source qui nous valaient aussi des accusations de diffamation et qui s'étaient exprimées à peu près dans les mêmes termes, pas sur tous les éléments, mais dans la Provence. Et la Provence n'a pas été assignée parce qu'il y a une espèce aussi peut-être de complicité, de pacte de non-agression entre ces institutions de presse et ces institutions locales. Pour revenir sur cette histoire, dans un premier temps, on a cru que la Provence était assignée aussi à nos côtés, et en fait, c'était pas le cas parce qu'ils ont la CCI a fait en sorte de ne pas assigner la Provence, sachant qu'ils ont des relations, enfin la CCI a des relations commerciales avec la Provence, alors que là, sur le coup, la Provence avait quand même fait le travail d'enquête. Nous, quand on a fait les premières révélations, derrière, ils se sont saisis de nos informations pour aller poser des questions à la CCI. Donc il y a eu même une complémentarité entre la Provence et l'Oravie, l'Arlésienne. Il y avait Mars Actu aussi sur le coup. Dans cette enquête et effectivement on a été les seuls l'Oravie a été les seuls à être inquiétés. Peut-être un mot là-dessus justement parce qu'on pourrait se dire mais merde, on s'est posé la question parce que Eric il a écrit là-dessus sur cette affaire et tu l'as rappelé dans l'Arlésienne plusieurs fois, chez Mars Actu aussi des confrères, un pure player, un quotidien d'information marseillais, et puis dans l'Oravie et boum, le procès c'est pour l'Oravie. On s'est dit merde, on a la Choukomono quoi. Et il y a peut-être un élément aussi amplificateur, c'est l'aspect satirique en fait de notre journal. Et ça aussi, c'était vraiment au tribunal. Hein, c'était un des enjeux. Le dessinateur, le dessin a été attaqué, le titre dont on parlait. Le dessin, en fait, on voyait, c'était la métaphore des enfants maltraités. Donc le dessinateur, il a pris à la lettre la métaphore, le titre, l'image, et on voyait un personnage qui disait « Viens par ici » à son enfant. Il avait un gourdin caché derrière le dos, prêt à le tabasser, en fait. Et donc cette idée de maltraitance était pour la CCI, le prenait littéralement en mode vous dites qu'on maltraite les enfants, etc. Enfin, bon.
Et donc c'est vrai que notre ton satirique, ce droit à la satire, ce droit d'utiliser ce registre-là pour informer, et ce mélange des genres aussi qui passe des fois difficilement. Et là, Nicolas, qui était à la barre et qui devait s'exprimer pour Eric et pour nous, puis c'était son rôle, Eric était covidé, donc je l'ai dit tout à l'heure, le juge lui demandait, mais comment vous faites justement pour concilier, savoir où il faut s'arrêter entre l'aspect rigoureux, et c'est ce qu'on essaye de faire dans ce journal, l'investigation, le sérieux de l'enquête, le côté contradictoire et très précis de ce qu'on écrit, et puis ce côté déconnant et l'excès. La caricature, qu'est-ce que ça veut dire? La caricature, c'est forcer le trait. Donc dans le titre, dans le dessin, mais aussi dans le titre et dans la façon de d'écrire, on force le trait dans le Ravi. Et comment vous faites pour y arriver? Et là, notre directeur de la publication, avec un lyrisme absolu à la barre, on se serait dit dans une série américaine un petit peu, et disait on est sur un chemin de crête, et et donc il s'agit de... il ne faut pas tomber évidemment, ni d'un côté ni de l'autre, mais Madame la Présidente, c'est sur les crêtes que l'on voit le plus loin. Alors, avant de donner la parole à Nicolas Meunier dans cette émission des Voix de l'Arlésienne, il y a une réaction du côté du bar. Oui, bonjour, ici le bar. Est-ce qu'il existe des réseaux de la presse indépendante nationale? C'est une question de temps. Est-ce qu'il existe des réseaux de la presse indépendante, type Le Ravi, type l'Arlésienne, et est-ce qu'il ne faudrait pas créer une fédération nationale de la presse indépendante si ça n'existe pas? Et deuxième temps de la question, ce type d'association pourrait peut-être, au même titre qu'il existe des castes de grève, permettre de réunir des sommes pour justement contrecarrer ou permettre de temporiser les procès bâillons qui sont faits, comme on l'apprécie par exemple avec ce cher Bolloré, n'est-ce pas? Donc, il y a du monde qui veut entrer aussi. Si vous pouvez les faire entrer, on en profite, on les fait entrer. Et puis après... oui, bien sûr. Alors, il existe des réseaux et dire peut-être, on le précisait, que le Ravi a 18 ans d'existence et que s'est forgé au fil de ces 18 années la conviction que l'idée d'un seul ou d'une poignée de médias indépendants n'avait pas de sens en fait. On ne pourra jamais à un seul média ou même à quelques dizaines de médias pouvoir couvrir l'ensemble des besoins. Donc l'Arlésienne n'est pas le concurrent du Ravi, le Ravi n'est pas le concurrent de l'Arlésienne, Radio Aioli n'est pas le concurrent de Radio Grenouille, etc. etc. Et donc l'enjeu, c'est de créer un écosystème de la presse indépendante, de la presse pas pareille. On se bat pour ça. Il y a une carte qui est affichée au mur, c'est les Amis de l'Âge de Fer, F-A-I-R-E, un excellent canard mensuel qui est basé dans les Alpes d'Haute-Provence et national. Vous pouvez aller sur leur site et vous verrez cette carte mise à jour de tout ce réseau de la presse. Là, on parle que de la presse, mais il y a aussi les radios, les télés associatives. Et donc, il n'y a pas vraiment de réseau formel, mais il existe une coordination permanente des médias libres qui se réunit une fois l'an à Clermont-Ferrand. Pourquoi Clermont-Ferrand? Parce que c'est au centre de la France. C'est très chiant d'y aller là-bas, mais en train, je veux dire, on met beaucoup de temps à y aller, à revenir. Mais c'est bien de faire des réunions ailleurs qu'à Paris. Donc c'est une fois l'an. Donc ce réseau, après il y a d'autres, par exemple il y a un excellent journal qui vient d'émerger à Nice qui s'appelle Moué et qui a organisé l'année dernière, ils le refont cette année en juin, des rencontres intergalactiques de la presse indépendante dans un champ. Tu étais Eric, il y a aussi pas mal de bières, c'est assez sympathique. Donc il y a des moments comme ça. On avait créé, nous, le Ravi, à un moment, une association plus structurée qui s'appelait Médias Citoyens PACA, qui est un peu en mode dormant, mais il y a des initiatives partout. Les caisses de solidarité, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à aller sur ce registre-là. Vous dire aussi qu'on sait se mettre en réseau, et je vous invite, j'en profite de le dire, de ne pas repartir de cette soirée avant d'aller sur notre stand. Si vous voulez acheter un journal, c'est possible évidemment, mais je ne parlais pas mais d'aller signer une pétition justement où on demande à ce qu'on mette en place une autre politique publique d'aide aux médias. Il y a énormément d'argent. L'État
et les collectivités locales donnent des milliards pour l'État, des millions pour les collectivités locales à la presse, aux médias, en achat de pubs, beaucoup. La PQR, la presse quotidienne régionale, vit beaucoup de ça, avec du sponsoring. Mais cet argent est fléché toujours essentiellement, pratiquement, que vers les médias qui sont la propriété des fameux milliardaires qui n'ont pas besoin de cet argent. En fait. Donc, au lieu de créer du pluralisme, d'encourager des initiatives comme la nôtre et la liberté de la presse, ça nourrit au contraire le phénomène de concentration médiatique qui est sans commune mesure, qui est en train de prendre des proportions délirantes en France en ce moment. Et donc là, nous, on lance une pétition pour que nos impôts servent à autre chose que de financer les Bolloré et les autres. J'en profite pour dire aussi que vous avez fait partie d'une coordination, donc il y avait, c'était Média pas pareil en PACA, non c'était quoi? C'était ouais, je l'ai dit, c'était Médias citoyens. Médias citoyens, et au moment donc des attentats sur Charlie, vous êtes monté au créneau au niveau national, parce qu'en fait les radios associatives ont un fonds de soutien, mais la presse locale associative n'avait pas de fonds de soutien, et vous avez obtenu du ministère quand même qu'il y ait une enveloppe de je ne sais pas combien de millions d'euros pour soutenir la presse comme la vôtre et comme la nôtre. Et nous, par exemple, on n'a aucune subvention des collectivités territoriales, mais on bénéficie de ce fonds à hauteur cette année de 15 000 euros. Et juste revenir sur les budgets qui sont donnés par les collectivités aux journaux, c'est aussi une manière de s'acheter leur docilité. Et on l'avait vu quand Tapi avait racheté la Provence, et il y avait eu des mises au placard des journalistes qui n'étaient pas assez gentils avec le conseil départemental. Notamment, il y avait 2 signatures qui ont été mises au placard dans un accord avec Tapi et le conseil départemental pour que les pubs reviennent dans le journal La Provence. Mais il y a plein d'exemples comme ça. Hein. Alors, ce fonds dont parle Eric, effectivement, alors c'est un terme barbare, hein, c'est-à-dire, effectivement, en 2015, il y a eu l'attentat Charlie, et là, tout d'un coup, fragilité de la presse satirique, il y a eu des petites portes et des petites fenêtres se sont entrouvertes. Donc, on s'est engouffré avec le réseau dont on parlait, et on s'est retrouvé tout d'un coup accueillis à Paris, au ministère de la Communication, et on a essayé de se battre pour obtenir effectivement l'équivalent du fonds de soutien aux radios associative qui avait été créée en 83. C'était une des promesses, des 101 promesses de Mitterrand, une de celles qu'il a pu tenir pour aider à financer les radios libres qui n'ont pas de pub, qui sont dans l'éducation aux médias, citoyennes, etc. On a obtenu un truc un peu intermédiaire parce qu'on a obtenu un fonds, mais il n'est pas de droit. C'est-à-dire que chaque année, il faut qu'on dépose des dossiers. On n'est pas sûr qu'ils disent oui ou non. Alors on se réjouit que l'Arlésienne l'ait, le Ravi l'a. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'ils mettent 1,5 million sur ce fonds et qu'ils mettent 1,5 milliard sur les autres médias, les fameux médias qui bénéficient à Bolloré, Xavier Niel, Dassault, Bouygues et compagnie. Donc en fait, soyons lucides, ils nous donnent des miettes. Mais c'est mieux que rien, on les prend. Bon, ce qui est bien avec vous, c'est qu'au bout d'un moment, on n'a plus besoin de faire l'interview. Vous vous autogérez, c'est pas mal. Donc Nicolas, en sa qualité de spécialiste des tribunaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le Ravi, voulait intervenir, Nicolas Meunier. Ouais. Déjà pour dire que on est content de la relax, notamment parce que ça prouve qu'on a fait du bon travail. Et on est content de voir autant de monde ce soir ici. C'est bien, c'est chouette. Vous avez parlé du fait que ce genre de moment, c'est aussi une possibilité de mobilisation, mais si la mobilisation est possible, il faut qu'elle soit réalisée. Non, c'était juste pour dire qu'une des leçons de tout ça aussi que je voulais soulever, ça a été dit, mais ça a été dit de manière complètement implicite dans ce qui a été exprimé jusqu'à présent, c'est que si on a été relaxé, c'est aussi parce que c'était un travail de pro. C'est-à-dire que c'est un travail qui a été fait, c'est une vraie enquête. Il y a effectivement une volonté de contradictoire, même si en face, ils n'ont pas pris la perche qui était tendue. Le travail a été fait dans les règles de l'art. Et ce que ça souligne, ça, et moi c'est une des questions qui m'anime, hein, c'est qu'être journaliste, c'est un métier. Ça s'apprend, il faut savoir le faire. Tout le monde peut donner de l'information, tout le monde peut être journaliste, mais tout le monde n'est pas journaliste, c'est ça que je veux dire. Et être journaliste, c'est un boulot de pro, et dans un monde où on est noyé par une information qui soit effectivement
on va dire, est téléguidé par des grandes orientations, et ça c'est une chose, mais surtout qui parfois se noie, se patouille dans un monde où n'importe quelle information qui circule sur Internet devient une vérité vraie. Je pense que là, rappeler qu'être journaliste, c'est un boulot, et que ce qui est essentiel à la démocratie, c'est certes la circulation d'informations, mais c'est aussi le fait qu'elle soit traitée par des gens dont c'est le métier parce qu'ils le font bien. Moi, je trouve que c'était agréable d'être relaxé aussi pour ça, pour rappeler qu'il y a des gens qui font bien leur boulot, quoi. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Bon, alors je rigolais en disant que Nicolas Meunier est le spécialiste des tribunaux, mais c'est le directeur de la publication, voilà, du Ravi. Juste pour vous dire qu'il va être temps de conclure cette émission, donc si vous avez des questions, si vous avez envie de contribuer au débat, c'est le moment. Voilà, n'hésitez pas à me faire signe et je viens vous voir. Sur le dernier numéro du Ravi, là, actuellement en kiosque et sur cette petite table, vous parlez de médias aussi. Beaucoup, c'est-à-dire qu'on met l'accent sur la façon dont les collectivités locales essentiellement financent, sans le dire, les médias et les médias qui les arrangent en fait. Et là-dessus, pour rebondir, oui, bien sûr, et il faut se méfier de ça, c'est-à-dire que quand les collectivités locales vous donnent de l'argent, elles espèrent vous manipuler en le faisant, que ce soit de la pub ou des finances. Il y a deux attitudes face à ça. Soit on y renonce par principe en se disant « je ne me mêle pas de ça », c'est ce qu'on peut faire, on l'a eu fait. Nous, notre choix, en fait, c'est de revendiquer cette aide en toute transparence. Parce qu'on estime que informer, le droit d'être informé, la possibilité de l'être, c'est quelque chose d'essentiel, comme la culture, comme la santé, et que ça ne doit pas relever uniquement d'une logique de marché. Et qu'il n'est pas normal de laisser ces institutions-là, avec notre argent, financer les gens dont on ne veut pas et les médias dont on ne veut pas. Donc, il faut être capable si on nous donne de l'argent, d'être prêt à le perdre. Et c'est ce qui arrive au Ravi, puisqu'en 2021, l'année dernière, on a eu 0 € des collectivités locales. Il y avait le CD13 qui continuait, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, qui continue à nous donner une ligne sur l'aide aux médias associatifs. Ils nous l'ont supprimé. Chaque année, c'était difficile. Cette fois-ci, ils l'ont supprimé sans explication, etc. On se doute pourquoi. Donc, l'idée, c'est pour ça qu'on fait cette pétition. Et je voudrais vous faire passer ce message. C'est-à-dire que, évidemment, notre carburant, c'est vous, c'est les abonnements. Mais en même temps, ne renonçons pas à réclamer cet argent qui est le nôtre, en fait. Et il ne faut pas céder, il ne faut pas renoncer à ça. Eh bien, si personne n'a quelque chose à ajouter dans cette salle, je vous propose que ce soit le mot de la fin. Hein, vous avez des choses à ajouter Non, mais je crois qu'ils ont faim parce que juste après, il y a l'aioli qui est prévu. Voilà, donc vous n'aurez pas les haleines des gens dans cette salle, vous autres auditeurs qui êtes de l'autre côté du poste. Ainsi s'achève donc cette émission des Voix de l'Arlésienne consacrée donc au Ravi, aux 18 ans du Ravi, au procès Bayon, à cette relaxe donc dans l'affaire contre la CCI du Pays d'Arles. Merci Michel Guéraud, rédacteur en chef du Ravi, d'être venu nous voir à Arles. Merci à toute l'équipe d'ailleurs du Ravi, aux bénévoles donc de l'Arlésienne, de la CIA qui ont permis cette soirée. Merci à Yo et Gigi pour la préparation de l'aioli. Merci à Eric, bien sûr, pour avoir participé à cette émission. Et merci à Radio Aioli et Radio Zinzine pour les moyens techniques. À bientôt. Les Voix de l'Arlésienne, à écouter ou réécouter en podcast sur l'arlésienne.info.